Sud Radio, mettez-vous d'accord. 9h-10h, Stéphanie Demuru. Et mettez-vous d'accord, soyez les bienvenus en direct sur Sud Radio avec nous aujourd'hui dans ce studio, Éric Revel. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Bonjour, journaliste, éditorialiste Sud Radio. Jérôme Dubu, vous commencez. Alors ça commence les hostilités. Jérôme Dubu, membre du pôle Idées Horizon. Bonjour Jérôme. Bonjour. Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image. Bonjour Geneviève. Bonjour Stéphanie. Et puis enfin Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur également d'Ensemble contre la peine de mort. Bonjour. Michel Taube. Michel, on commence justement avec vous. Votre coup de cœur pour un rappeur iranien. Alors en fait, il y avait deux points que je voulais évoquer. Il y a un point qui est international. Effectivement, vous savez que depuis septembre de l'année dernière, il y a eu un mouvement extraordinaire en Iran de femmes, c'est pas que des femmes, mais ce sont des femmes qui en sont à l'origine, pour revendiquer leur liberté en Iran. Malheureusement, ce mouvement a du mal à perdurer, même s'il est toujours dynamique de façon peut-être moins spectaculaire. Ce mouvement s'appelle Femmes, Vie, Liberté. Et il y a un rappeur, le plus célèbre rappeur iranien, qui s'appelle Toumaj, T-O-O-M-A-J, Toumaj, qui est vraiment une star en Iran et dans la diaspora iranienne, dans le monde entier, qui avait eu des propos très très durs contre le régime iranien, qui a été arrêté, qui a été emprisonné, qui a été torturé. En France, nous sommes plusieurs à nous être fortement mobilisés, notamment avec un avocat français que j'aimerais saluer, Dylan Slama, et la justice a rendu un premier verdict. Il risquait la peine de mort. Il a été condamné à plus de 6 ans de prison. Oui. Alors c'est une peine très lourde, mais ce n'est pas ce que l'on craignait qui lui tombe sur la tête. Et c'est quelque part, j'ai envie de dire, une première victoire pour la mobilisation internationale. Donc je voulais profiter de l'antenne de Sud Radio pour appeler notamment les artistes. Quand je pense à Isia qui ose imiter un lynchage du président de la République, plutôt que de faire des âneries comme celle-là, qu'elle prenne position et qu'elle se mobilise pour ce rappeur iranien qui est vraiment en danger de mort et qui mérite toute notre attention et toute notre mobilisation. Voilà. Oui, vous vouliez réagir. Oui, parce que je trouve que sur cette révolution entre guillemets iranienne, on a été très lâche. Tout le monde s'est écrasé, il faut bien le dire. Il n'y a pas eu de réaction internationale très forte. Les États-Unis ont un peu lâché. Ils ont même, paraît-il, négocié un peu en sous-main avec les Iraniens pour dire pas de vague, voilà, on n'interviendra pas. L'Europe. Alors c'est évidemment c'est ému à un moment et puis on n'en parle plus, donc tout ça est rentré un peu dans l'ordre. Malheureusement, alors j'ai l'impression que la révolution et les mollahs sont en train de gagner une fois de plus, et malgré tout ça, ils se permettent de nous donner des leçons de droits de l'homme. Oui, puisque je ne sais pas si vous avez vu ce communiqué hallucinant la semaine dernière qui est paru de la part du ministre des Affaires étrangères de l'Iran. Alors on est loin du rappeur, je suis désolé, mais enfin j'en profite parce que c'est l'Iran. Totalement hallucinant, nous donnant des leçons sur les droits de l'homme, enfin complètement dingue. Et ce communiqué n'a pas fait l'objet de... qui nous met une petite musique d'ambiance. Merci, en vous remerciant Eric. Je voulais pas censurer Jérôme. Non, il veut chercher le rappeur. Il veut censurer Jérôme Duchon. Et donc voilà, l'Iran non seulement ne respecte pas les droits de l'homme, on sait depuis longtemps, ils les combattent même très très fortement, avec la peine de mort, etc., et avec des milliers et des milliers de victimes. Il nous donne des leçons de tenue de l'ordre et de tenue des droits de l'homme en France à propos des émeutes qui ont eu lieu il y a une semaine. Geneviève Gotzinger veut réagir aux propos de Jérôme Dubu. Oui, c'est assez fascinant de voir ce type de pays, des dictatures, des pays dans lesquels les droits de l'homme sont totalement étouffés, bafoués, les droits de la femme évidemment, nous donner des leçons en matière de droits de l'homme, effectivement. Bon, il se venge un peu. Alors, l'Iran sur les émeutes en banlieue, mais moi je pense aussi au Mali qui continue à s'obstiner à appeler les autorités françaises la junte française. Donc quand on sait que ce pays a effectivement une junte militaire au pouvoir, la France, non, on n'est pas dirigé par une junte, mais c'est une démocratie, on ne le dira jamais assez à ceux qui en doutent. Mais Éric Revel. Mais chers amis, et je suis sûr que Jérôme Dubu va me regarder avec des yeux noirs, mais chers amis, le point commun à tout ça, aux leçons que donne l'Iran, l'Algérie, la Turquie, le Mali, c'est un fiasco total diplomatique français, en réalité. Tout le monde est en train de nous piétiner.
voyez, on a quand même réussi l'exploit, le président de la République, pour ne pas le citer, d'être au Maghreb fâché avec tout le monde. Vous voyez, avant on avait plutôt un allié, le Maroc, et puis on essayait quand même de se rapprocher de l'Algérie tout en ne faisant pas fuir la Tunisie. Aujourd'hui, on réussit l'exploit, mon cher Jérôme, d'être fâché avec tout le monde. C'est-à-dire les Marocains ne veulent plus entendre parler des Français, les Algériens, le gouvernement algérien qui se sert de la guerre d'Algérie comme une rente mémorielle, nous mène par le bout du nez, et les Tunisiens, en gros, vous avez vu la visite de Gérald Darmanin, ça a été juste catastrophique, sans parler de l'Afrique, où là, on est quasiment mis dehors à coups de bottes dans le derrière. Donc le point commun de tout ça, c'est quand même ça. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, monsieur. Non, pas vraiment. Je vais laisser Michel répondre. Moi, je voulais redire, parce que pour moi, c'est vraiment très important, ce cadre, ce rappeur, ça nous concerne tous en France, parce que sur quoi je dois insister, je suis malheureusement totalement d'accord avec Eric, la diplomatie française a beaucoup reculé depuis 2017, mais de façon extrêmement grave et profonde. Et malheureusement, on pourrait prendre plein d'exemples très concrets, très précis. Il y a le sommet de l'OTAN là qui ouvre aujourd'hui même à Vilnius, en Lituanie. Malheureusement, le chef de l'État en est largement responsable. Mais sur quoi je dois insister, c'est les conséquences en France, pour nous, Français, et notamment pour les femmes de France. Parce qu'on a des débats tous les 15 jours sur la abaya, sur la liberté des femmes, etc. Mais le recul des libertés des femmes provient de ce que l'on n'a pas soutenu, comme on aurait dû le faire. Les femmes iraniennes qui se sont mobilisées, et avec elles des artistes comme Toumaj, pour leur liberté, pour le droit de ne pas porter le voile. Donc vraiment, c'est pour sensibiliser nos auditeurs, c'est très très important. Ce qui se passe en Iran aujourd'hui est absolument capital pour l'avenir de nos propres libertés ici même en France. Et Emmanuel Macron n'a pas du tout été à la hauteur de ce rendez-vous historique que les femmes iraniennes lui ont pourtant offert comme opportunité d'action utile de la France. On va revenir dans quelques instants avec Jérôme Dubu et son coup de gueule. Restez avec nous en direct sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord. 9h-10h, Stéphanie Demuru. Mettez-vous d'accord en direct sur Sud Radio avec nos invités Eric Revel, Jérôme Dubu, membre du pôle idées d'Horizon. Il est très en forme, Jérôme. Il est très en forme. Oui, les débats ont été nourris, y compris pendant la pub. Geneviève Gonsinger, donc présidente de l'agence Image, et Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Jérôme Dubu, alors puisque vous êtes en forme, votre coup de gueule, ça porte sur la Ligue des droits de l'homme. Oui, sur la Ligue des droits de l'homme, qui vient de publier un rapport de 150 pages, tenez-vous bien, je pense que 2 pages auraient suffi, sur l'affaire Sainte-Soline. Bon. Il y a 3 mois. Vous vous souvenez, le 25 mars, donc je retrace le contexte rapidement, une manifestation interdite par la préfecture, qui a lieu néanmoins avec plusieurs milliers de personnes, dont à peu près 1000 casseurs et violents de type Black Blocs, etc. Bon, ça a donné lieu à une après-midi d'émeutes. Alors d'émeutes dans des champs, donc c'était beaucoup moins grave que ce qu'on a connu la semaine dernière, mais enfin d'émeutes et d'attaques contre la police qui s'est défendue. Bon. Et il y a eu effectivement un certain nombre de blessés, il n'y a pas eu de mort heureusement, mais il y a eu un certain nombre de blessés de part et d'autre, et la Ligue des droits de l'homme s'était auto-saisie, d'abord c'est assez surprenant, elle s'était auto-saisie pour être observatrice de ce qui s'est passé. Bon. Donc c'est relaté dans le rapport, et qu'ont relaté ces observateurs qui n'ont jamais été habilités par qui que ce soit, n'ont jamais été diligentés par qui que ce soit, ils se sont auto-saisis, ce sont des militants qui étaient là et qui ont observé. Bon. Alors ils nous disent dans ce rapport, ce qu'ils avaient déjà dit, que les forces d'intervention de type SAMU n'ont pas pu intervenir à temps, et ça a causé des blessures plus importantes sur un certain nombre de gens et de manifestants qui ne devaient pas être là, mais qui étaient là quand même. Bon. Donc tout ceci a été démenti par le SAMU lui-même, qui a dit non, pas du tout, on a pu intervenir. Et c'est quand même repris dans le rapport. Et la conclusion du rapport, elle est terrible, parce que c'est un brûlot contre le gouvernement. Alors, c'est un brûlot contre l'ensemble de la politique de maintien de l'ordre du gouvernement, en disant que les libertés sont mises à mal en France, etc. Plus globale, Donc c'est une conclusion à caractère politique, c'est une conclusion engagée, subjective, faite par des observateurs qui sont des militants, et donc ça montre la dérive de cette association qui a toujours été défenseuse de la République, il faut le reconnaître, des valeurs de la République, qui aujourd'hui est dans une dérive complètement invraisemblable. Alors ça fait un certain nombre d'années que ça dure.
J'ai entendu sur toutes les chaînes d'infos et les radios, Maître Leclerc, qui est l'ancien président, qui est aujourd'hui président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, condamner fermement la politique de maintien de l'ordre du gouvernement sur les émeutes qui ont eu lieu la semaine dernière. Donc c'est une tradition, mais c'est une tradition qui aujourd'hui prend un caractère politique, et moi je condamne fortement cette dérive de la Ligue des droits de l'homme. Il y a deux solutions. Soit la Ligue des droits de l'homme revient dans ce qu'elle faisait avant, c'est-à-dire effectivement une défense plus ou moins avérée de la République et de ses valeurs. Bon, on a bien compris que ce n'était plus le cas. Soit effectivement elle prend ce parti-là, et à ce moment-là c'est une association à caractère politique, et elle ne doit plus recevoir de financement public. On va demander l'avis à vos comparses. Michel Taube. Moi, je suis évidemment tout à fait d'accord avec Jérôme. Alors, je connais bien cette organisation pour l'avoir côtoyée pendant des années lorsque j'ai créé et dirigé l'organisation Ensemble contre la peine de mort. Et malheureusement, je peux témoigner de ce que, depuis déjà bien longtemps, cette organisation qui a eu effectivement ses heures de gloire. Enfin, ces heures de gloire, elles remontent aux années au XXe siècle, en fait. Oui, exactement. Et c'est devenu une organisation beaucoup plus idéologique que s'en tenant aux faits. Et puis, il y a un problème de fond qui moi, m'a toujours sidéré, c'est que la Ligue des droits de l'homme et beaucoup les organisations françaises de défense des droits de l'homme sous-estiment l'importance d'une liberté fondamentale qui est celle de la sécurité, du respect de la sécurité. Comment voulez-vous cultiver les autres libertés fondamentales si vous ne vivez pas dans un monde où il y a un minimum d'ordre et de sécurité? Or, il y a chez eux une vision négative de tout ce qui contribue au maintien de la sécurité et de l'ordre, en savoir la police, l'armée, etc. Et donc, effectivement, il y a un prisme idéologique extrêmement dangereux qui entache complètement leur travail, qui, comme vous le disiez, Jérôme, fort justement, n'a absolument rien d'objectif et est une attaque, comme ils en ont l'habitude, contre une situation qui est extrêmement complexe à gérer. Il serait peut-être bon de rappeler, pour les auditeurs qui l'ignorent, quelle est l'origine de cette ligue, par qui est-elle financée, quelle est sa raison d'être? Alors elle est financée a priori surtout par des fonds publics. Donc nos impôts. Donc des fonds d'État. C'est là où je voulais en venir. Donc c'est là où il y a quand même une dérive importante, et qu'on peut se poser la question de savoir quelle va être l'orientation de cette Ligue des droits de l'homme qui malheureusement va dans le mauvais sens, en tout cas de mon point de vue, parce que même la LICRA, qui est un organisme relativement objectif jusqu'à maintenant, donc ils font partie, toutes ces associations font partie d'une confédération des droits de l'homme. Même la LICRA a dit que ce rapport et que cette lettre qui avait été envoyée par le président de la Confédération des droits de l'homme sous la demande de la Ligue des droits de l'homme, condamnant le manque d'intervention et les impossibilités pour les services d'urgence d'intervenir à Sainte-Soline, n'était pas vrai. Oui. Donc si vous voulez, même sur ces associations-là, il y a une condamnation et il y a une mise un peu à l'écart de la Ligue des droits de l'homme. Éric Revel et Evelyne Göttinger, vous voulez peut-être réagir ou... Oui, moi j'écoute avec beaucoup d'intérêt Michel et Jérôme, c'est très intéressant. Merci, je partage. Mais pardonnez-moi, vous avez une fraîcheur d'analyse politique qui confine quasiment à la naïveté. Mais attendez, ça fait combien de temps que la Ligue... Mais ça fait combien de temps que la Ligue des droits de l'homme est devenue un instrument d'extrême gauche? Mais ça fait très longtemps, en fait. On découvre des choses aujourd'hui, mais il y a une autre époque, si vous voulez, quand certains dénonçaient les biais idéologiques de telle ou telle association, les plus gentils vous traitaient de réactionnaires, les plus méchants de fascistes, vous voyez. Eh ben, on est en plein dedans, et moi je suis content que des gens aussi mesurés que vous, chers amis, vous rejoigniez non pas le camp du bien, mais le camp de l'analyse et de la vérité. Parce que la Ligue des droits de l'homme, oui, la Ligue des droits de l'homme est devenue un outil militant d'extrême gauche, absolument. Evelyne Göttinger. Geneviève. Pardon, excusez-moi. Geneviève. Donc, non, mais j'ai rien à ajouter. Je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit autour de cette table. Moi, ce qui m'étonne, effectivement, c'est qu'on semble le découvrir. Pour moi, c'est. On semble le découvrir parce que c'est la première fois. Parce que c'est un rapport qui vise le gouvernement. Voilà pourquoi M. Dubu réagit. Voilà. Non, mais attends, là, tu me prêtes des intentions subjectives. C'est comme ça depuis des dizaines d'années. C'est comme ça depuis des dizaines d'années, Jérôme. C'est pas du tout. Ah non, à ce moment-là, non.
peux vous dire que c'est la première fois. Ça ne doit pas changer. C'est pas pour autant que ça ne doit pas être dit, absolument. Vous avez parfaitement raison de le dire, mais c'est absolument pas nouveau. Enfin, que ce soit révélé publiquement par un rapport de 150 pages avec des observateurs bidons, c'est quand même la première fois. Enfin, donnez-moi un autre exemple, moi j'en ai pas. Avec un écho médiatique digne d'un rapport officiel. Bien sûr. Alors, on passe à Éric Revel qui est très en forme aujourd'hui. Vous disiez que Jérôme Dubu est en forme, mais enfin... En plus. Comme d'habitude. Vous avez un coup de gueule, vous, Papendiaï, notre ami et cher ministre de l'Éducation. Voilà. Alors d'ailleurs, je ne sais pas s'il faut l'appeler le ministre de l'Éducation nationale ou le ministre de la Rééducation nationale. Vous voyez, parce que quand il se permet de faire les sorties qu'il a faites, vous voyez, parce que quand vous dites CNews, à la chaîne à laquelle il m'arrive de collaborer, et Europe 1 sont des médias d'extrême droite. D'ailleurs, il dit publication, ce qui est assez marrant, parce que ça prouve bien qu'il connaît rien aux médias. Vous voyez, parce qu'une publication, monsieur le ministre, c'est une revue ou un journal. C'est pas une radio ou une télévision. Mais enfin bon, je passe. Mais quand on se permet d'avoir un jugement comme celui-ci, alors deux choses l'une. Dans le siège de la ministre de la Culture, d'ailleurs. Voilà. Alors, ou bien on cherche à se faire virer, ou alors à éviter de se faire virer en disant je vais devenir une victime de gauche, si je suis viré au prochain remaniement, je pourrais toujours dire que c'est à cause de ma sortie sur l'extrême droite qui gangrènerait, vous voyez, les médias en France. Ou alors, mais ça c'est mon analyse plus fine, mon cher Jérôme, car ça m'arrive d'en faire des plus fines. ou alors, avec attention. Je vais vous dire la finesse. Moi, je croyais qu'on venait de te rejoindre dans le camp des analystes. Ou alors je remarque une chose. Écarter maintenant. Ou alors je remarque une chose, mais là c'est plus ma casquette ancien patron de médias. Et notamment quand je dirigeais LCI, la difficulté, parce que tous ces dossiers sont extrêmement politiques et économiques, le passage de LCI en gratuit à l'époque, eh bien je me demande si derrière tous ces montées en puissance de ministre de l'Éducation nationale et de la Culture, qui à 2 reprises la ministre de la Culture a pointé du doigt CNews notamment dans le monde, et donc ça veut dire qu'elle n'a pas été recadrée par le président de la République ou par Matignon. Et bien derrière, je me demande s'il n'y a pas en réalité un mécano industriel, parce que dans 2 ans, chers amis, une partie des médias dont nous parle le ministre de l'Éducation nationale remettront leur fréquence sur la TNT gratuite. C'est vrai pour CNews, c'est vrai pour C8, en jeu. Et tout cela en 2025, c'est-à-dire à 2 ans d'élection présidentielle. Donc, sans être, je me dis, est-ce que non, mais parce que je connais trop bien, ma chère Geneviève, je connais trop bien les arcanes du pouvoir, du business. Donc, en réalité, je me demande si on ne fait pas monter la petite musique dans le bon peuple, dans l'opinion. Vous voyez, il y a des médias d'extrême droite, donc les gens qui ne regardent pas ou qui n'écoutent pas, traités européens d'extrême droite. Vous voyez, comme CNews. On fait monter une petite musique, comme ça paraîtra moins inégalitaire si, par exemple, le groupe Canal n'a plus de fréquence en 2025 pour C8 ou pour CNews. Vous voyez, mais attendez, je suis pas un lapin de 6 semaines et je connais la classe politique comme ma poche. Alors, sauf M. Papendiaï, parce que je pensais que c'était un grand intellectuel et un piètre ministre de l'Éducation nationale, mais c'est aussi un piètre politique. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça vous va, Jérôme, ou pas? Vous êtes d'accord avec cette analyse? Bon, c'est vrai que c'était subtil à la fin. Il fallait aller la chercher, mais non, pas du tout. Je ne suis pas le seul à y penser. Non, il y a de l'argument. Je trouve qu'effectivement, Papendiaï s'est totalement égaré en la matière. Ce qui est impressionnant concernant Europe 1, c'est pas sa ligne politique, c'est la dégringolade de cette chaîne depuis qu'Arnaud Lagardère l'a prise en main. Enfin, c'est d'une manière générale la dégringolade de tous les médias d'Arnaud Lagardère, dont il s'est dessaisi, dont il continue de se dessaisir progressivement. Et c'est se dire ce qu'a bâti son père et ce qu'a détruit en si peu de temps cet homme, c'est quand même. Oui, mais Geneviève, c'est un autre sujet. Moi, je parlais de la sortie totalement scandaleuse de Papendiaï. Mais ça, c'est mon sujet. Chacun parle. La diversité de Papendiaï, c'est pour les diversités sociales et ethniques, mais pas pour la diversité d'opinion. Cher Éric, pardonnez-moi. J'ai dit ce que je pensais de la sortie de Papendiaï, mais après, je peux aussi faire une remarque sur Europe 1. Après, la presse et les actionnaires, c'est quand même un vrai sujet. Est-ce qu'on peut, du jour au lendemain, aujourd'hui, là, il est 9h28, dans 2 minutes, les salariés du JDD vont se retrouver encore en Assemblée Générale. Là, ça va être pour la 3e semaine consécutive, le journal ne va pas sortir. Est-ce qu'un actionnaire peut décider unilatéralement de changer radicalement la ligne d'un journal qui a été... Un journal, c'est une identité, un journal, c'est une âme, un journal, c'est des lecteurs, un journal, c'est une rédaction, un journal,
journal, c'est une sensibilité, c'est une histoire, c'est un positionnement. Est-ce que subitement, on peut, comme ça, décider... C'est aussi une entreprise, hein. C'est aussi une entreprise, oui, elle a des lecteurs. Geneviève, je vous propose, vous ne chers amis, connaissez parce pas que la je sens ligne que là, éditoriale. Vous allez lancer, Mais non, vous allez mais lancer un je débat partage Geneviève votre point, sauf que Gonsinger. vous ne connaissez pas la ligne éditoriale qu'on prêterait à Geoffroy Lejeune s'il est directeur de la rédaction. Alors là, Éric Revel vous alors là, propose nous, de on était reprendre peut-être dans naïfs, quelques mais alors là, instants. c'est la non, pas super du tout, naïveté. pas du Chers tout. amis, Ne pas pas du tout. connaître la ligne éditorialiste de Geoffroy vous voulez Lejeune. dire qu'il va Ça, faire c'est la du meilleure JDD, de l'année. il va faire du JDD Chers dans leurs amis, actuels. Mais attendez, je vous propose de on la retrouver connaît, ce sa débat ligne dans quelques éditorialiste, instants. il s'en On cache pas poursuit. d'ailleurs. Jérôme. Sud Radio, mettez-vous d'accord. 9h-10h, Stéphanie Demuru. Mettez-vous d'accord, on poursuit nos débats avec Éric Revel, Jérôme Dubu, Geneviève Gonsinger et Michel Taube. On parlait à l'instant de Pape Ndiaye et de sa sortie contre CNews, une chaîne d'extrême droite selon lui. Geneviève Gonsinger, vous nous parliez effectivement de cette sphère Bolloré et du JDD qui est en grève depuis 3 semaines. Oui. Ouais. Alors oui, vous dites Michel, c'est une entreprise aussi, un journal. On est d'accord, c'est une entreprise, mais l'information c'est pas une marchandise comme une autre. L'information, ça n'a rien à voir avec une marchandise en réalité. Et moi, je pense fondamentalement qu'on n'a pas le droit, même moralement, on n'a pas le droit d'arriver comme ça et de changer radicalement la ligne d'un journal. Que la rédaction du JDD craigne l'arrivée de Geoffroy Lejeune, c'est parfaitement compréhensible, parce que Geoffroy Lejeune incarne un journalisme d'opinion, plus que d'opinion d'ailleurs, un journalisme militant, et au-delà du journalisme, c'est un militant. Qu'un journaliste, qu'un patron de rédaction participe à des meetings politiques d'un candidat à l'élection présidentielle, ça le fait passer dans autre chose que le journalisme, et vous le savez pertinemment. Donc cette inquiétude, elle est totalement légitime, et voilà. Et je leur apporte mon soutien entier et absolu. Jérôme Dubu, elle est légitime cette inquiétude, avant de vous donner la parole, Michel. Elle est légitime, mais pour le moment, tout le monde est dans la légalité dans cette affaire. Bah oui. C'est-à-dire c'est ce que je disais. M. Bolloré a le droit de prendre possession et de devenir actionnaire majoritaire d'un certain nombre d'organes de presse ou de chaînes de radio ou de télévision, Europe 1, CNews, etc. Ça, il est parfaitement dans la légalité. Il a droit, à partir du moment où il est actionnaire majoritaire avec son conseil d'administration, alors je ne sais pas s'il le consulte, ça serait à vérifier, mais enfin bon, normalement il devrait le consulter, et de nommer qui il veut comme directeur de la rédaction. Maintenant, ne nous faisons pas croire, ne nous faites pas croire, Éric notamment, que Geoffroy Lejeune est un perdreau de l'année. Geoffroy Lejeune, Geneviève l'a très bien résumé, c'est un journaliste tout à son honneur d'ailleurs, engagé dans une certaine idéologie, qui défend matin, midi et soir. Il a soutenu Éric Zemmour à la présidentielle, donc c'est un engagement. Alors, il y avait un certain nombre de journalistes pendant que la gauche était en force, et notamment le Parti communiste, qui s'engageaient vers le Parti communiste. Vous vous souvenez, les gens prenaient parti, etc. Bon, donc il a tout à fait le droit de le faire. Moi, je ne le condamne pas. Simplement qu'ils ne nous disent pas qu'il ne le fait pas. Voilà, c'est tout. Il y a un problème de transparence. Ce ne serait pas le premier patron de pièce presse à s'engager. Qu'il faut respecter. Après, il fait ce qu'il veut. D'abord, moi, je ne ferai pas de procès d'intention, parce que vous, Jérôme, vous avez de la chance, comme Geneviève, vous connaissez la ligne éditoriale que va imposer ou que va travailler Geoffroy Lejeune au JDD. On verra. Non, on verra parler de lui. On va pas parler de sa ligne. Mais je vais vous dire une chose. Ce qui est incroyable. La question est, a-t-il un cahier des charges ? Mais j'en sais rien. Moi, je ne sais pas. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que ça fait des années que les médias du service public sont aux mains d'une gauche décomplexée dans son idéologie, dans ce qu'elle nous sert tous les matins et tous les soirs. Et ça ne choque absolument personne. Et pourtant, la grande différence, vous l'avez souligné. Ça choque beaucoup aussi, la grande différence, c'est que quand vous avez un actionnaire privé, il fait ce qu'il veut. Quand c'est de l'argent public, j'aimerais avoir mon mot à dire. Or, quand j'écoute des chaînes de service public, notamment en radio, je me dis, mais attendez, mais c'est quoi ce matraquage idéologique ? Je ne veux pas trop étendre le débat, mais d'abord, 2-3 petites choses. D'abord, un chef d'entreprise a le droit d'avoir des valeurs. Il a le droit d'avoir des valeurs et de défendre des valeurs. Donc je suis désolé, dans un média, quand un chef d'entreprise et la plupart des grands médias français, sauf Sud Radio, Opinion Internationale, je rigole, mais appartiennent à des grands industriels, ils ont le droit d'avoir des valeurs, de défendre des valeurs. Premièrement. Deuxièmement, mais à travers leur publication. Mais évidemment, enfin moi ça me choque pas. Deuxièmement, moi je considère, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais que le pluralisme du débat d'idées a fortement progressé ces dernières années.
grâce notamment à l'émergence de pôles privés, de médias privés, notamment par rapport à une omnipotence d'une part des services publics et d'autre part de médias de gauche. Donc je pense que le pluralisme de débat d'idées a fortement progressé. Et je pense que dans le sectarisme... Vous dites que c'est assez équilibré, tout compte fait ? Ça l'est plus que ça l'était il y a 5 ou 10 ans. Et je pense que vu le sectarisme, vraiment le sectarisme extrêmement profond, dont cette pensée globale de gauche qui domine dans notre pays, qu'on connaît en France et qui est vraiment qu'on entend peut-être le plus, mais pas qui domine nécessairement dans l'opinion. Mais je pense, comme le disait Eric tout à l'heure, en tout cas pas électoralement. Je pense que, comme le disait Eric tout à l'heure, le chef de l'État fait des tests en fait, pour voir effectivement dans quelle mesure il serait possible d'affaiblir un pôle de médias indépendants qui portent sur des valeurs. Je sais pas, j'espère que tu as raison. J'espère que tu as raison, mais et dernier point, je voudrais dire, dernier point en 10 secondes, Pape Ndiaye, pour moi, c'est un intellectuel égaré en politique, qui n'a strictement rien à politique, qui n'a jamais été à sa place, et j'espère vraiment que dans l'intérêt de ce mammouth qu'il fallait dégrossir, comme le disait un ancien ministre de l'Éducation nationale, le poste de ministre changera très rapidement, parce que le ministère de l'Éducation nationale et surtout nos enfants n'ont vraiment pas besoin d'un intellectuel à leur tête, mais de quelqu'un qui sait manager les équipes. Juste un mot, Jérôme Dubu va penser vraiment que je fais une fixette, mais... Vous voyez, il faudra un jour, les historiens de la politique et de ce double quinquennat se pencheront sur le sujet, mais qu'on m'explique qu'est-ce qui a bien pu passer dans la tête du président de la République pour nommer Jean-Michel Blanquer et ensuite Monsieur Pape Ndiaye. C'est vrai que c'était le grand écart. C'est absolument hallucinant. Ce qu'on peut se poser comme question, c'est pourquoi il a démis Jean-Michel Blanquer, qui était un excellent ministre. Si vous voulez, mais passer de l'un à l'autre, c'est juste incompréhensible. L'espèce de en même temps, c'est la malice, pire, c'est la ruse d'Emmanuel Macron, qui me fait craindre qu'en cas de remaniement ministériel, il ne le change même pas de poste. Non, c'est pas ça le sujet. Comme un signe très fort envoyé à des Français comme vous et moi. Il n'est pas Mitterrand qui veut. Il n'est pas Mitterrand. On passe à autre chose. Non, on connaît parfaitement. C'est que les syndicats, ceux qui font la loi, comme le ministre de l'Agriculture, il est nommé par la FNSEA. Pendant des années, ça a été le cas. Je suis persuadé qu'il restera. Eh bien là, le ministre, il n'est pas nommé par le gouvernement, il n'est pas nommé par le président, il est nommé par les syndicats. Et on a dit, M. Blanquer s'est mis à dos tous les syndicats de l'éducation nationale. Il a quand même tenu 5 ans. Sauf qu'un an après, M. Pape Ndiaye s'est mis aussi à dos tous les syndicats. Jean-Michel Blanquer a fait un quinquennat. On va faire avancer un petit peu le débat et puis laisser Pape Ndiaye là où il est, en tout cas. Où il est encore. Quelques jours. Il y a, c'est dans l'air. On se pose la question, est-ce que Gérard Darmanin ferait-il un bon Premier ministre, Geneviève Gotzinger ? Pas mal. En tout cas, il a géré avec prudence, sérénité, calme, force les émeutes qui viennent de se produire. Imaginez qu'il y ait eu d'autres... incidents ou accidents graves. Je trouve que par rapport au niveau de violence qu'a affronté la police, le ministre en charge de la police a été remarquable dans sa gestion. Donc à partir de là, moi j'étais un petit peu dubitative sur Gérald Darmanin. Je trouvais que parlait quelquefois un petit peu en dépit du bon sens. Mais là je trouve qu'au pied du mur dans cette gestion, il a été tout simplement remarquable. Donc pourquoi pas ? Michel Taube, vous partagez l'avis de Geneviève Gotzinger ? Ça a été dit maintes et maintes fois, mais c'est vrai que c'est un petit Sarkozy en puissance. Il a un parcours qui l'amènerait peut-être plus à arriver évidemment de l'Élysée plutôt que de Matignon. Là où je ne le vois pas rejoindre Matignon, c'est que je le trouve trop décalé par rapport au cœur névralgique de la Macronie. Ça, c'est autre chose. Il est justement trop à droite pour beaucoup d'entre eux. Il est bon sur les questions régaliennes, ce qui n'est pas du tout ce qu'à mon avis ont envie d'entendre la plupart des députés de la Macronie à l'Assemblée nationale. Et donc je pense qu'il aurait du mal. Je pense qu'il aurait du mal à diriger une majorité déjà bien fragile. Après, effectivement, moi je salue son
parcours, on peut lui faire beaucoup de reproches, mais c'est un bon ministre de l'Intérieur. Il a des ambitions très fortes. Après, dernier point, je pense qu'il se grillerait trop, il risquerait trop de se griller pour ses ambitions présidentielles à accepter Matignon aujourd'hui à 4 ans ou à 2 ans de l'explosion de la Macronie annoncée. Vous dites qu'il grillerait. En fait, vous lui donnez le conseil de ne pas y aller, mais manifestement, lui, il a quand même envie d'y aller. C'est ce qui ressort en tout cas de tous les articles de presse de ces derniers jours. On reprend sur ce sujet. Darmanin ferait-il un bon Premier ministre? Dans quelques instants avec vous, Jérôme Dubu. Je sens que vous êtes inspiré sur la question. Par Darmanin, toujours. Sud Radio, mettez-vous d'accord. 9h-10h, Stéphanie Demuru. Mettez-vous d'accord en direct sur Sud Radio et on poursuit notre débat nourri notamment sur la question de savoir si Gérald Darmanin ferait un bon ministre. Et Jérôme Dubu avait des choses à nous dire sur ce plan. Oui, parce que je pense que c'est pas seulement un problème de personne. Enfin, au-delà de la personne, c'est la ligne politique qui est choisie. Est-ce que oui ou non, le fait que LR ou que la Macronie se rapproche va se concrétiser ou pas? Parce que c'est ça le sujet en réalité. Si on a un ministre aussi brillant soit-il, aussi intelligent, aussi communicant soit-il, aussi bon communicant soit-il, s'il n'y a pas un changement et un renforcement d'une majorité stable à l'Assemblée nationale, ça ne changera rien. Ça ne change rien. Si on continue comme ça avec une majorité relative et avec un groupe LR dont la moitié serait plutôt favorable à une association sur un contrat, encore une fois, de gouvernance, et l'autre moitié qui semble y être opposée, on va aller comme ça au fil de l'eau jusqu'à la fin du quinquennat. Donc le fait de changer de Premier ministre, alors ça donnera un peu plus de souffle, un peu plus de nouveauté, mais ça va 15 jours. Voilà, c'est ça, 15 jours, 3 mois, peu importe. On aurait tendance mais ça à ne dire changera rien sur droite, le fond. Voilà, ça pourrait ramener oui, du mais LR, mais c'est vrai que pas sur sa personne qui va le faire. C'est pas sur sa personne qui va le faire. Oui, parce que ça peut être l'inverse. Ça peut être l'inverse si on continue à débaucher. Contrat de gouvernement et le débauchage dans ce cas-là, c'est mauvais. Exactement. Il faut que ce soit clair, net et précis. Exactement. Bon, on dit la même chose. Si c'est pour débaucher 2-3 personnes supplémentaires, ça ne sert à rien. Mais moi, contrairement à vous, franchement, je vois pas bien l'intérêt de LR aujourd'hui de s'arrimer à la majorité. Emmanuel Macron va quand même pas très bien. Enfin, ce pouvoir ne va pas très bien. Il est quand même très déconsidéré et il est vers sa sortie puisque lui-même ne se représentera de toute façon pas. Donc, quel est l'intérêt de LR de s'arrimer comme le projet sur l'immigration, par exemple? Non, mais par rapport à une alternance, par rapport à une logique d'alternance dans 4 ans. L'intérêt d'un parti politique, alors je suis encore très très naïf sûrement dans mon analyse, comme va me le dire Eric une nouvelle fois, mais l'intérêt d'un parti politique, c'est aussi de s'occuper de la France, c'est aussi de s'occuper de notre pays. C'est pas s'occuper de leur boutique, parce qu'un parti politique, ça concourt à l'expression du suffrage universel. Bon, alors maintenant, vous êtes on sait que les partis politiques, oui, mais j'assure ma naïveté. Mais c'est ça aussi dans cette affaire qui compte. Si LR a un certain nombre de convictions qu'il veut faire avancer sur l'immigration, sur la sécurité, sur l'économie, ça semble mal parti. Voilà, il faut s'associer. Mais enfin, pardon, mais ça veut dire négocier le bout de gras au quotidien avec une autre mouvance politique qui est autour d'Emmanuel Macron. Une gouvernance très claire qu'on met en place, voilà. Bon. On passe à un autre sujet ou non, je voulais peut-être allez-y, Eric, vous étiez bien calme. Je me suis dit que ça vous inspirait pas finalement. Je pense que changer de Premier ministre, juste pour changer de Premier ministre et pour pas changer de politique, ça sert quand même pas à grand chose. Et d'ailleurs, je vais vous dire, surtout là, quasiment en plein début des vacances estivales, les Français s'en tapent le coquillard avec le pinceau de l'indifférence, vous voyez. Mais je voudrais quand même dire que Darmanin, oui, il incarne une forme d'autorité à la Macron. Bon, il est capable de petits trucs un peu surprenants. Vous voyez, par exemple, je crois que c'est devant le Sénat, il explique que lui, dans son ministère, il n'a pas des gens qui ont le bac plus 4, bac plus 5. Ah oui, c'est vrai que cette il a une petite formule juste absolument hallucinante, vous voyez, en disant, oui, au ministère de la Justice, ils ont des gens éduqués, intelligents, diplômés, et puis moi, j'ai le reste. Donc, on va l'écouter d'ailleurs, Eric. Le chef de notre régie nous propose d'écouter ce son qui est quand même effectivement assez curieux de Gérald Darmanin. Écoutez. Est-il mieux sélectionner les policiers? Très certainement. Je constate avec vous, si vous me le permettez, que je suis à la tête d'un ministère où, à part les commissaires de police, ceux que nous recrutons, c'est souvent des enfants, pour reprendre notre mot, de 18, de 19, de 20 ans, qui n'ont pas fait de très grandes études. Je ne suis pas à la tête du ministère de la Justice, où les gens passent des concours à bac plus 4, bac plus 5, ou à l'éducation nationale, où les gens sont très mal payés, par ailleurs, comme les policiers, mais enfin, ils ont un capital social très important.
Voilà. Bah, ça s'appelle le parler vrai. Donc, je voulais Ça juste s'appelle le terminer- parler vrai. Je voulais C'est du juste Sarkozy terminer dans mon- le texte. Mon analyse, c'est-à-dire que Premier Ils ministre, pourquoi apprécieront. pas, mais il faut donc qu'il apprenne visiblement à faire de la politique, vous voyez là, parce que là, bon. Et puis il y a de neuf que ce qu'on a oublié. Alors, on parlait du beau parcours de Gérald Darmanin qui peut incarner des tas de choses. Entre parenthèses, il faut jamais oublier qu'il y a très peu de premiers ministres qui sont devenus présidents de la République, dans la 5e, très peu. C'est pour Jacques ça que je Chirac, pense qu'il bref. n'a aucun intérêt à accepter. Mais Mathilde. je termine en disant quand même qu'on n'a pas oublié non plus les Anglais du Stade de France, si vous voulez, ou la gestion de l'expulsion de l'imam. Vous voyez, où il était trop seul, justement. Ok, C'est où pour il ça se qu'il a- précipite, Il s'est battu tout seul. il se précipite là, Battu dans la tout seul. foulée, pour expliquer que c'est la victoire de la République, et on apprend une demi-heure après qu'on ne sait pas où est l'imam, il est parti en Belgique. Vous voyez, donc il y a Oui, aussi mais là, ça. il s'est battu vraiment Non, tout seul. mais très bien. Bah oui, mais quand C'est là que je dis qu'il est si trop vous n'êtes seul pas dans la assez Macronie. fort, Jérôme, il faut mettre des forces avec vous pour espérer la victoire. Bah, Si- c'est ce que je viens Complètement de dire. seul Donc, ce dans que la je veux dire, c'est que, C'est ce que je viens de dire. Au final, Gérald il a, Darmanin, oui, au final, mais le il a bilan- obtenu son expulsion. mais le bilan de Gérald Darmanin, il est quand même un Enfin, peu tout plus de même, il compliqué y que a ça. eu sur De cette toute Voilà, façon, voilà. nous Sur ces parlons, deux- mais je pense qu'Elisabeth Borne va Il y a eu rester, sur ces deux mandatures, à il y a sa eu place. 2 premiers ministres sur 3 qui sont issus des rangs de LR. Jean Mais- Castex, qui était, mais qui était le maire suspense- LR, et encarté LR. Alors, il a démissionné quand il a été nommé Premier ministre, mais enfin, il venait de LR. Et puis, Édouard Philippe, bien évidemment, qui venait de Mais LR. Stéphane, Michel le- Taub, oui, je allez-y, comprends allez-y. pas Non, mais De toute façon, on n'a plus le temps de d'entamer toute un façon, autre on est sujet, dans donc un- allez-y. 2 ministres sur 3 étaient issus Mais de LR. de toute façon, on est dans un un brouillard total. On ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait même pas s'il va y avoir une interview présidentielle le 14 A juillet. priori, non, c'est pas parti. Voilà, c'est Ah plutôt bon pas parti pour, mais ça n'est pas encore confirmé. Voilà, c'est le brouillard total. Cette Bonjour les tradition 100 jours. pourrait être Les interrompue. 100 jours d'Emmanuel Macron se terminent À quand Sainte-Hélène. même. Pas encore. On n'y est Non, pas ça, c'est ce encore. que tu souhaiterais. On n'y est Non, pas du encore. tout. Ouais, Si, on mais est pas du plutôt. tout. On Mais n'est pas enfin, loin qu'est-ce du. qui lui a non, on appris n'est pas loin d'expliquer du que dans port. 100 jours, le On n'est pays pas sera loin. pacifié. On n'est pas loin du port Mais voilà, vers là, lequel c'est il vrai que c'est partirait pas de chance. vers Le Sainte-Hélène. vol de l'aigle de clocher en clocher, le 14 juillet, la France sera apaisée. Moi, je préfère bon, Austerlitz à empereur. Waterloo. donc, Jérôme voilà. on va pas changer de sujet parce qu'on a plus beaucoup de temps, mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron n'a pas eu quoi. C'est de la chance, on peut appeler ça de la chance dans Ah, son écoutez, quinquennat. d'abord, il a été Le élu. Covid, Pas de bon, bol. c'est quand même pas de sa Il a faute. été élu largement en 2017, moi j'appelle ça de la chance, contrairement à ce qu'on nous dit. Ah oui. Et il a été réélu. C'est le seul président de la République depuis qu'on a des quinquennats qui a été réélu. Personne ne le dit. C'est Meg Méric, qui est un vrai bon observateur, même Geneviève, même Michel, ne disent pas qu'il a été réélu. La baraque. Et que c'est La la baraque. baraka. Double baraka. Mais c'est Essayez vrai, de si, féliciter si. un peu pour ça. C'est vrai qu'il a, c'est Bah vrai non, mais qu'il a Sans faire prévu. campagne et Bah sans oui. rien promettre, à part la Bah, réforme ça, des c'est autre retraites. chose. Bah, Non, Non, mais il a il y a été eu, réélu. Absolument, on est il y a eu d'accord, quand même bien sûr. plusieurs crises. La crise des Gilets jaunes, il s'en est tout de même sorti. Le Il y Covid. a certains qui ont mis 3 plutôt fois à être salué. élus, Jacques Chirac La et crise François des Mitterrand. Il y en a retraites, d'autres qui voulaient, qui n'ont jamais été élus. Voilà, je pourrais Les citer des émeutes. tas de noms. Bon, bah, Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Voilà, il faut quand même remarquer la réussite du aussi mal que personnage. ça Oui, pendant les sauf crises. que ce qui nous intéresse, c'est de savoir la politique qu'il met en place, mon cher Dubu. La finalité, j'espère pour lui, c'était pas juste d'être élu et de réussir un hold-up politique parfait. Vous le disiez pour un Premier ministre, il faut surtout connaître sa politique. Bien sûr. Bah, le problème du président de la République, c'est qu'on est passé, si vous voulez, de la Start-up Nations à la TPE Ça, qui va se jamais été la réindustrialiser. Start-up Donc, Nations. Non, non, Allez, non, mais c'est- si, la Start-up Nation, c'est ce qu'il nous a vendu au début. On ne va pas les voilà. mettre d'accord. Mais non. Merci à vous tous. Merci Fini. Éric Revel, Jérôme Dubu, Geneviève Gonsinger et Michel Taube. Bonne journée. Restez avec nous dans quelques instants. Notre rubrique Déjà en cuisine. C'est parce qu'il y a des Sud Radio, 9h-10h, mettez-vous d'accord.